Bienvenue à ce nouvel épisode de C2J Discuss. Nous allons parler aujourd'hui de la nécessité d'atteindre des émissions net zéro, puis des émissions négatives nettes, et du rôle que l'élimination du dioxyde de carbone peut jouer dans ceci. Je suis Janus Pasteur, directeur exécutif de l'initiative Carnegie pour la gouvernance du climat. Je travaille depuis près de 40 ans sur les changements climatiques. Il reste bien entendu beaucoup à faire, mais c'est à ceci que j'ai consacré ma vie et j'espère continuer à le faire et j'espère d'ailleurs qu'un débat comme celui d'aujourd'hui peut contribuer à faire face à cet objectif général de la crise climatique. Nous avons avec nous d'excellents experts et interlocuteurs et interlocutrices. J'ai hâte d'écouter ce qu'ils vont nous dire. J'aimerais tout d'abord leur demander de se présenter en quelques mots, de dire qui ou elles ils sont, pourquoi ils sont intéressés dans cette question et tout autre commentaire qu'ils jugent opportun et important avant de commencer notre débat proprement dit. Nous allons commencer par Jan Mix. Bonjour, je suis Jan Mix, merci de m'avoir invité. Je suis le leader du groupe du Mercator Institute pour le patrimoine commun et les changements climatiques. Et je suis également professeur de changement climatique et de politique publique à l'université de Leeds. Mon intérêt dans les technologies d'élimination a été suscité par le travail que j'ai effectué au sein du GIEC, où je coordonnais l'unité d'aide et de soutien technique pendant le 5e rapport d'évaluation. Et donc, nous avons cherché à voir comment on pouvait nous améliorer pour synthétiser des données probantes qui nous serviraient à concevoir des politiques. Et l'une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés est que l'élimination du CO2 était nécessaire et que c'était une question qui n'avait pas encore reçu suffisamment d'attention. Voilà pourquoi j'ai commencé à travailler sur cette question. Sochi, c'est à vous. Merci beaucoup, Janus. Merci de m'avoir invité. Je suis la directrice du Bureau de l'énergie fossile dans le département d'énergie des États-Unis. Je travaille sur la gouvernance de l'élimination du carbone. J'ai travaillé dans des fonctions précédentes et j'ai pu contribuer à forger certains aspects qui sont liés à l'action gouvernementale. Il est fondamental que nous soyons conscients du rôle que va jouer l'élimination du CO2 pour faire face à la question des émissions. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu un essor de l'élimination du CO2, d'où l'impérieuse nécessité d'appliquer cette technologie de façon adéquate, transparente et inclusive. Et j'espère qu'au sein de ce gouvernement, je vais pouvoir contribuer à ce qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une très bonne chance avec cette belle mission. James. Je suis James Mangi, je suis moi aussi ravi d'être avec vous. Je suis directeur exécutif du groupe d'Alberg, un groupe d'entreprises qui travaille au niveau international afin d'atteindre un monde plus inclusif et plus durable où tout le monde puisse s'accomplir pleinement qui il soit et où qu'il soit. Lorsque l'on travaille dans ce domaine et tout ce qui est lié au climat, à l'action climatique, il y a une transition économique plus juste pour l'avenir. Et tout ceci est fondamental pour ce que nous faisons. Au cours des 3 ou 4 dernières années, j'ai été de plus en plus convaincue, surtout en Afrique, car je vis normalement à Nairobi. Donc je suis de plus en plus convaincue que la façon de générer des opportunités économiques qui sont nécessaires dans le monde entier est d'impliquer toutes et toutes dans une croissance sans émissions ou avec un niveau très bas d'émissions, et ceci inclut l'élimination du CO2, le décès, ainsi que d'autres éléments qui nous aideront à relever ces défis pour pouvoir gagner cette bataille face au changement climatique. Et c'est justement pour ceci
que je travaille ici à New Haven pendant quelques mois, comme à l'université, pour que l'Afrique ne soit pas simplement un acteur passif ou un spectateur dans l'action climatique, mais que ce soit aussi une partie intégrante de la solution. Merci beaucoup. Je pense qu'il est très clair maintenant que nous avons avec nous un groupe d'experts passionnants. Je pense que c'est très clair, rien qu'en écoutant votre introduction et en écoutant les idées que vous avez mises sur la table et que nous allons approfondir. Avant de j'aimerais vous expliquer en quoi consiste l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat qui organise ce débat. Nous sommes une initiative financée par des organisations philanthropiques qui a pour but de contribuer à renforcer et à créer des cadres de gouvernance sur les technologies de modification du climat comme l'élimination du CO2, l'EDC à grande échelle, et la modification du rayonnement solaire, la SRM. Et aujourd'hui, nous allons surtout uniquement nous axer sur l'EDC. Mais nous travaillons dans les deux aspects. Pour ce qui est de la gouvernance, donc nous faisons référence non simplement aux actions gouvernementales en termes de normatives et réglementations et de certaines activités, mais également à un processus plus large qui implique la société dans son ensemble et à différentes parties prenantes pour qu'elle s'implique dans la compréhension de cette nouvelle technique et contribue à la prise de décision et au développement du pacte social. C'est donc cette interprétation plus large qui correspond d'ailleurs à celle que le GIEC donne de la gouvernance. Nous sommes impartiaux quant à ces technologies, c'est-à-dire que nous ne les prenons pas plus que nous nous y opposons, mais notre but est de faire face et d'aborder la question de la gouvernance. Nous travaillons d'une façon catalytique, c'est-à-dire que nous ne générons pas nous-mêmes des idées, mais nous essayons d'impliquer d'autres personnes dans différents processus pour qu'elles prennent des actions et que leurs entreprises, leurs organisations, leurs gouvernements avancent dans la matière. À cette fin, nous essayons d'apporter des données impartiales et empiriques sur ces techniques et on le fait à travers des documents, des rapports, des infographies et nous voulons également avoir l'opinion de différentes personnes venant d'horizons différents sur cette question et qui sont très complexes, pas simplement du point de vue scientifique et technique, mais également d'un point de vue social, économique, politique. Donc, nous espérons vraiment que cette série de débats de C2J Discuss va contribuer à mettre sur la table les perspectives si intéressantes de personnes venues d'horizons différents. Tout notre matériel écrit, les infographies et audiovisuels, vous le trouverez dans notre page web c2g.net. Avant de donner la parole à nos invités, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous avons organisé ce débat. Et pour commencer, il est important de voir que, évidemment, nous sommes en pleine crise climatique et elle continue bien entendu et le monde est en moyenne un réchauffement de 1,1-1,2 degrés par rapport à la moyenne historique. Dit comme ça, c'est un chiffre qui ne semble pas important, mais en réalité, oui, c'est important. Le réchauffement est important et les impacts du réchauffement se font de plus en plus tangibles, visibles et mesurables. On le voit avec les incendies, les inondations, les sécheresses extrêmes, la fonte des glaciers de l'Arctique et de tous ces phénomènes sont induits, beaucoup d'entre eux sont induits ou accélérés par les changements climatiques. Et donc, dernièrement, le groupe le rapport du groupe 1 du GIEC contient beaucoup d'informations intéressantes et c'est le 6e rapport d'évaluation. Et j'aimerais dire la première chose. Tout d'abord, il est très clair, grâce à ce rapport et grâce à d'autres rapports antérieurs, qu'il est fondamental de changer d'une façon radicale pour réduire
les émissions d'une manière importante et il faut également faire l'élimination du CO2 d'une manière importante pour pouvoir atteindre les objectifs en termes de température qui sont fixés dans l'accord de Paris, ce qui veut dire que non simplement nous allons avoir besoin de faire ces deux choses, c'est-à-dire qu'elles vont être difficiles à réaliser, car même si nous nous mettons vraiment à fond dans ce travail, dans ces deux volets dont je viens de parler et de façon très intense, il est possible que ça ne suffise pas. Donc nous sommes vraiment dans un moment crucial et que tout ceci est très intéressant. Et donc je vais arrêter de parler et je vais donner la parole à nos invités qui vont nous expliquer leur point de vue. Pour commencer la conversation, j'ai une question pour chacun et chacune d'entre vous, mais j'aimerais tout d'abord demander quelque chose à Diane, car il a participé à différentes activités du GIEC. Et pourriez-vous nous transmettre certains des éléments que vous considérez les plus pertinents pour cette conversation, dont le groupe, le rapport du groupe 1 du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire que le groupe de travail 1 du GIEC se base sur les sciences physiques. Pour ce qui est des solutions, ceci est surtout vu par le groupe de travail 2 sur l'adaptation et le groupe de travail 3 travaille sur l'atténuation. Donc beaucoup d'aspects importants sur l'élimination du CO2 sont actuellement à l'étude par ces deux groupes et donc ces deux groupes publieront leur propre rapport prochainement, c'est-à-dire au printemps de l'année prochaine. Mais il y a une série de messages importants qui est véhiculée par le rapport du groupe de travail 1, par exemple le budget carbone, c'est-à-dire les quotas d'émissions, les marges que nous avons pour continuer à émettre du CO2 et cette marge que nous avons de continuer le réchauffement pour éviter que soient dépassés les seuils de température que nous nous sommes fixés et qui doivent être inférieurs à 2 degrés et de préférence inférieurs à 1,5 degré. Et le budget carbone que nous avons est faible, c'est-à-dire que c'est 400 gigatonnes de CO2, ce qui équivaut approximativement à 10 ans d'émissions du CO2. Et après ces 10 ans, on n'aura plus de marge de manœuvre. Par ailleurs, l'élimination du CO2 est décrite comme quelque chose qui est nécessaire pour atteindre les objectifs plus ambitieux en termes de limitation du réchauffement planétaire. Il faut également mettre en avant ce que le rapport dit sur la réponse de la température face au niveau d'émissions nettes et la réponse de la température face à une petite quantité d'émissions nettes est linéaire, ce qui est une bonne nouvelle. Lorsque l'on veut réduire la température, eh bien, il y a une réponse positive, c'est tout du moins ce que nous dit le rapport. Et quoi qu'il en soit, cette information va être complétée par le rapport du groupe de travail 3 et j'espère bien que alors cela déclenchera un débat similaire à celui qui a été suscité par le rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré, qui a été très important sur l'ODC, car il a été clairement mis en avant que sans ces capacités, on n'atteindrait pas cet objectif. Merci beaucoup Yann. Je pense que ceci nous aide à contextualiser donc le débat et le rapport. Et vous avez abordé la question des émissions nettes négatives et de cette réponse linéaire des températures, ce qui est positif, ce qui me mène à la question que je voulais vous poser. Donc partons du principe que le monde est dans la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et que ont été mises en œuvre et toutes les réductions et les éliminations du CO2 nécessaires. Alors, le monde
et face à cette donnée scientifique, il ne suffit pas d'avoir des émissions zéro net, mais d'entrer dans un niveau d'émissions net négatives si nous voulons atteindre les objectifs établis par l'accord de Paris. Quelle fonction a alors l'élimination du CO2 dans cette hypothèse d'émissions nettes négatives une fois que l'on aurait atteint la neutralité carbone? Tout est une question d'échelle. Si nous devons atteindre un niveau d'émissions nettes négatives, cela veut dire que nous devons bien entendu augmenter notre capacité d'élimination du CO2 et il me semble que c'est un premier élément très important. Et deuxième chose, c'est que tout ceci s'accompagne de défis de gouvernance absolument uniques, car si nous sommes dans un monde d'émissions net zéro, il y aura encore des émissions résiduelles et nous aurons encore des prix pour le carbone qui ne nous apporteront pas les ressources nécessaires pour financer les activités d'élimination du dioxyde de carbone. Et donc, pour atteindre des émissions négatives nettes, il faut réfléchir sur la façon de financer ces activités. Et le financement est un défi vraiment unique dans le cadre des changements climatiques. Normalement, les économistes se contentent de fixer un prix pour le carbone et disent que grâce à cela, on pourra financer la réduction des émissions à l'échelle nécessaire. Mais ça ne sera pas le cas. Ça ne sera plus le cas. Et dans un cadre plus large, une perspective plus large, il faut bien souligner l'importance des ressources au niveau international, mais également les ressources de chaque pays pour atteindre un niveau d'émissions nettes négatives. Et donc, il y a de grandes délibérations et discussions actuellement dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ces discussions vont se voir modifiées car il existe la possibilité que des pays individuels puissent de façon isolée puissent assumer ou augmenter la responsabilité historique, non pas simplement en termes de compensation des émissions, mais en termes d'assumer la charge de la responsabilité. Et ceci doit être traité, c'est inévitable d'aborder ceci, ce sera un objet important de nos débats, un élément important de nos débats. Et bien sûr, la crainte est que ceci ralentisse la diplomatie climatique. Donc, je pense qu'il est très important d'anticiper ce type de questions. Et je vais peut-être un petit peu vous décevoir en revenant à la vision positive ou optimiste que vous avez exprimée, car nous ne sommes pas dans un monde que vous décrivez et pour moi c'est un élément crucial et que j'essaye à chaque fois de souligner quand je parle aux personnes. Nous ne sommes pas dans une trajectoire dans laquelle nous réduisions les émissions du CO2 d'une façon suffisante et il y a véritablement en la matière de grandes lacunes d'innovation. Nous devons développer la capacité d'élimination du CO2 dans les 10 à 20 années qui viennent à une échelle de gigatonnes. Et nous sommes actuellement très loin d'atteindre ces chiffres, d'où la nécessité de l'innovation. Et si l'on pense par exemple aux délais qui ont été nécessaires pour développer certaines innovations, c'est vraiment un grand défi. Par exemple, prenons le cas des cellules photovoltaïques. Elles ont fait partie, je crois, en 1958 du programme spatial des Nations Unies. Et à partir de là, il a fallu 70 ans environ avant de voir des cellules photovoltaïques
concurrentiel sur le marché électrique comme source d'énergie. Et nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas à une croissance à deux chiffres, hein. Donc nous sommes à sur cette contribution de l'énergie photovoltaïque à la production électrique mondiale. Donc, si nous pensons par exemple à Climeworks, qui est la première usine commerciale d'élimination du CO2, et si on se dit qu'il va falloir 70 ans pour qu'elle soit viable commercialement, il sera trop tard, nous n'aurons plus de temps. Donc nous devons réfléchir d'une façon très complète et consciente sur l'innovation, comme sur la façon d'accélérer l'innovation en la matière. Et donc je suis désolée d'être rabat-joie, mais je crois que c'est vraiment fondamental, car il y a vraiment, face à certains défis de gouvernance, il faut voir comment accélérer l'innovation pour l'élimination du CO2. Merci beaucoup, Diane. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est vrai que ma question était très optimiste, mais je vois que je suis quand même plus proche de ce que vous venez de dire. Nous reviendrons à la question du financement de l'élimination du CO2, qui est un autre sujet, mais vous venez de mentionner un autre sujet qui s'accompagne de grands défis. Donc, ma question est la suivante. Voyez-vous suffisamment de dirigeants gouvernementaux ou du secteur privé qui abordent ce sujet d'une façon qui nous permette de penser que vont être entreprises les actions nécessaires, par exemple, dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou dans d'autres forums? Eh bien, moi, je trouve plus d'espoir dans le secteur privé. C'est incroyable de voir ce que font, par exemple, des entreprises comme Stripe dans la Silicon Valley sur les courbes d'apprentissage exponentielles pour développer des technologies qui peuvent véritablement éliminer le carbone pendant de très, très longues années. Donc, il y a, par exemple, des éléments qui nous peuvent coûter 2000 $ pour éliminer une tonne de carbone. Et donc, il faut voir comment on va pouvoir réduire ce coût à 100 $ par tonne dans les 10 ans à venir. Et ce type de défi et de projet est ce que nous devons encourager pour avoir un large portefeuille d'approches et d'options. Et nous avons véritablement besoin de ceci à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les technologies soient développées à la vitesse requise. Et donc, comme d'après moi, c'est quelque chose qui est encourageant. Donc, par exemple, il y a différents acteurs ou entreprises comme Microsoft, pour ne citer que celle-ci, et qui sont impliqués dans ces projets. Et aujourd'hui, je crois que en ce moment, l'université d'Oxford a dit que 20% des 2000 plus grandes entreprises du monde ont déjà des objectifs d'émissions net zéro. Il est possible que ce ne soient pas des chiffres complètement exacts, mais quoi qu'il en soit, il y a une très grande demande pour ces compensations et qu'on ne peut pas satisfaire à l'heure actuelle. Et on ne peut pas encore répondre à cette demande. Mais ce qui est bien, c'est que cette demande existe, car s'il y a une demande, c'est une force sur le marché qui va permettre de prendre ce problème en main. Pour ce qui est des gouvernements, je vois qu'il y a des petits pas qui sont faits, des petites choses, mais voilà, c'est trop lent et il faudrait une approche beaucoup plus ambitieuse, surtout dans le contexte européen. Merci beaucoup. Vous avez donc mentionné le secteur privé et ça justement me permet de demander à Suchi la question suivante. Donc d'après vous, quel est le rôle que doit jouer le secteur privé d'un côté et le secteur public de l'autre pour aborder ces défis que Yann vient d'expliquer en termes de mise à l'échelle de ces technologies et d'innovation?
Merci beaucoup. Eh bien, il me semble que le secteur public joue un rôle très important dans le financement, la comptabilisation, l'engagement du public, la collaboration internationale et l'innovation. Et c'est un rôle très large qui incombe au secteur public. Et il y a certains aspects spécifiques du ministère de l'Énergie dans ce rôle de mise à l'échelle pour aider, non simplement pour aider à réduire les coûts, mais également pour avoir des fonds pour les usines de démonstration. Et également, il faut pouvoir réduire le risque pour qu'on n'ait pas tant à utiliser le décès. Et ça, c'est un rôle également pour le secteur public. Et il y a 3,5 milliards de dollars pour les démonstrations de capture directe de l'air, mais aussi 2,5 milliards de dollars pour le stockage fiable, qui est absolument essentiel pour avoir une bonne élimination. Et pour toutes ces questions normatives que vont établir le gouvernement sont fondamentales. Et je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Yann, le secteur privé est important, mais le gouvernement est primordial et il a une fonction vraiment nécessaire. Et nous pouvons entamer de façon sérieuse cette conversation pour voir ce que l'on peut faire en termes d'élimination du CO2. Par ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est il n'existe pas encore de secteur industriel pour l'élimination du CO2. Donc, nous avons une occasion unique de créer des modèles qui vont peut-être pas correspondre aux fonctions classiques du secteur public et privé. C'est une conversation qui commence, mais nous pouvons être créatives sur la fonction du secteur privé. Et je pense que ceci doit être décidé. L'association civique doit également s'impliquer dans ce type de délibération. Il faut voir dans quel type d'infrastructure on va avoir besoin, quel type d'infrastructure de gouvernance. Par exemple, si l'activité d'élimination du CO2 doit être de propriété publique, quel type de marché va-t-on établir? Donc, si on laisse émerger un marché déréglementé, on va avoir un problème. D'où l'importance fondamentale de voir tous ces acteurs de l'élimination du CO2 rejoindre leurs efforts, car sinon il sera très difficile d'atteindre l'échelle nécessaire. Et pour ceci, il faut avoir une coordination gouvernementale internationale. D'autres commentaires sur le thème de la compensation de carbone qui a été mentionné par Yann et dont on parle de plus en plus, mais je crains que l'on n'ait pas de cadre de notification et de vérification au niveau international pour ceci. Et si l'on n'a pas ces cadres de quantification et de notification, eh bien, ce ne sont pas de vraies compensations. Par exemple, actuellement aux États-Unis, nous voyons de grands incendies et donc nous avons besoin d'un bon système de comptabilisation de ces émissions et de ces compensations pour pouvoir être plus rigoureux en la matière. Mais enfin, pour ce qui est des conséquences en termes de gouvernance et du secteur privé, il y a bien entendu un élément d'innovation technique qui doit être encouragé et il faut également fournir des actions responsables et la prise de décision doit compter différentes parties prenantes, non simplement pour donner à connaître ces questions, mais également pour que la société s'implique de façon active pour pouvoir contribuer à la création de ce secteur. L'échelle à laquelle nous aurons besoin de l'élimination du CO2 veut dire que la population doit être au courant de toute chose qui est faite, doit être très consciente de cela, car ça va être tellement grand et pour qu'on puisse écarter ceci. Donc nous avons l'occasion de bien faire les choses et de les faire d'une façon qui améliore la vie de différentes communautés et ce ne doit pas être une charge, un fardeau pour elles de faire face à cette sorte d'héritage entre guillemets des émissions qui vient du passé et les communautés doivent pouvoir se tirer des avantages de ces initiatives et donc doivent pouvoir participer à toutes ces conversations.
Merci beaucoup. J'aimerais vraiment mettre en avant quelques sujets que vous avez mentionnés. Tout d'abord, il m'a semblé très intéressant la façon dont vous avez expliqué qu'il n'y a pas encore de marché ni de secteur industriel dans ce domaine. Pourriez-vous approfondir cette question? Par exemple, quelle direction peut-on entreprendre en tenant compte du rôle que jouent le gouvernement et la société civile? Mais par ailleurs, comment peut-on faire, étant donné qu'il y a des entreprises aux États-Unis et aussi dans d'autres parties du monde qui sont impliquées, et il y a aussi des secteurs ou des organisations de la société civile qui le sont impliquées jusqu'à un certain point. Alors, qu'allons-nous faire dans le mois qui vient, dans les prochaines semaines? Eh bien, dans les semaines qui viennent, le projet d'infrastructure motive vraiment de nouvelles conversations et les investissements dans ces technologies de pointe nous permettent d'avoir plus d'entreprises qui souhaitent s'engager dans ce domaine. Et il faut également des investissements fédéraux et internationaux, sinon il sera vraiment très difficile que des entreprises puissent avoir des projets de démonstration de ces technologies qui coûtent des milliards, d'où le rôle fondamental de l'implication du gouvernement. C'est ce qui va changer les choses. Il va y avoir un après et un avant et un après. Les gouvernements pourraient aussi motiver cet élan pour l'innovation. Par exemple, il y a peu, les États-Unis ont annoncé un projet pour encourager l'innovation dans le domaine de l'EDC. Et ce type d'initiative de collaboration avec d'autres pays pour pouvoir donner un travail plus inclusif et conjoint, et c'est une façon de faire les choses également. Et créer des motivations pour ce travail est également important. À l'heure actuelle, il n'y a pas de pression qui s'exerce pour éliminer du carbone. Donc, d'où sortirait cette motivation? Eh bien, cette motivation peut être suscitée par des obligations, par des incitations, et il faut en parler, bien entendu. Mais en l'absence de ce type d'incitation externe, il est très difficile de trouver la motivation nécessaire pour fixer et pour établir ce marché d'élimination du CO2. Car à l'heure actuelle, il n'a pas de valeur économique. Il a une énorme valeur climatique, mais il n'a pas de valeur économique, d'où la nécessité de l'établir. Est-ce que je peux dire quelque chose pour éviter tout type de malentendu? Je suis absolument d'accord avec Suu Kyi quant au rôle qui est joué par les gouvernements, et ce rôle est fondamental. Ce qui me semble toutefois intéressant et tout ce qui est lié, dans tout ce qui est lié à l'ODC, et je parle surtout du point de vue européen, et donc c'est que c'est un débat qui est maintenu au niveau scientifique et académique et qui essaye d'apporter des éléments pour que les politiques puissent prendre des décisions. C'est vrai que depuis 2018-2019, depuis le rapport spécial sur le réchauffement à 1,5, il y a eu plus d'interactions. Les scientifiques ont essayé d'expliquer ceci aux politiques, et à l'heure actuelle, on commence à voir que dans le domaine politique, on parle déjà de ces thèmes, ce qui est un changement très positif. Mais comme vous disiez, les investissements et les usines de démonstration et les innovations qui sont fondamentales, pardon, pour pouvoir accélérer le développement de nos ressources afin de pouvoir éliminer de grandes quantités de dioxyde de carbone, et reste quelque chose que fait essentiellement le secteur privé. Il est clair que le secteur privé ne va pas résoudre la situation pour nous-mêmes. Les gouvernements doivent s'impliquer, c'est absolument certain. Mais en Europe, au moins en Europe, on avance très lentement, trop lentement, et pour pouvoir atteindre les objectifs auxquels nous nous sommes engagés au niveau international et au niveau national. Par exemple, l'Allemagne s'est fixé un objectif d'atteindre le niveau d'émissions net zéro en 2025.
Donc, il faut vraiment mettre à disposition les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre ces buts. Il y a d'autres choses dont je voulais parler qui est justement ce système de comptabilisation dont vous avez parlé, mais on en reviendra après. Je vais maintenant m'adresser à James. Nous avons largement parlé de l'élimination de carbone, qui est probablement quelque chose qu'on finira par faire et qui sera cher. Donc, la question est la suivante. Pensez-vous que l'élimination du CO2 est peut-être perçue comme ou est un fardeau pour le développement économique ou qu'elle peut être perçue comme une opportunité économique? Et comment le voyez-vous surtout du point de vue des pays du Sud global, en particulier de la région africaine, qui a contribué beaucoup moins à l'épuisement de ce budget carbone, des quotas d'émissions, dont Jan nous parlait au début? Merci, Janus. C'est une question absolument cruciale car c'est une crise mondiale à laquelle nous sommes confrontés et l'un des pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber, c'est d'établir un dialogue entre l'Europe, les États-Unis et peut-être l'OCDE ou peut-être dans le cas de l'OCDE avec quelques pays émergents qui sont de grands émisseurs pour voir qui a causé cela, qui doit être tenu responsable, etc. Et il me semble que c'est une conversation importante, mais malheureusement, ça a tendance à être la seule chose de l'on parle. Et sincèrement, si l'on parle de la question de la survie des espèces, certes, c'est une question importante, mais ce n'est peut-être pas le sujet fondamental. Par ailleurs, il faudrait faire une évaluation complète et équilibrée de ce qu'il faut faire pour éliminer du CO2 d'une manière viable économiquement. Si l'on veut atteindre un niveau net zéro et que continue à avoir de grandes émissions positives, alors il est clair qu'il faut non seulement réduire les émissions, mais qu'il faut également envisager les émissions négatives dès le début, dès maintenant, étant donné que toute émission évitée et comme toute émission qui a été éliminée de l'atmosphère. Et il y a beaucoup de nuances, mais quand un bateau coule, on ne dit pas que tout le monde doit le rafistoler et que personne doit le remettre à flot. Non, on dit que tout le monde doit faire quelque chose. C'est clair. Et il y a une grande quantité de régions du monde et de personnes qui sont comme des spectateurs de ce dialogue, car ils se disent, on leur dit, comme vous n'émettez pas grand-chose, vous ne pouvez rien faire. Et parfois, on leur donne un peu d'argent pour voir ce que l'on peut faire, pour racheter la culpabilité finalement. Mais on ne dit véritablement pas qui peut faire quelque chose de façon plus rapide pour vraiment faire face à ce problème. Et tant que nous ne serons pas aussi impitoyables, hein, ou aussi drastiques pour voir qui doit faire quelque chose, on aura du mal à avancer. Par exemple, l'industrie pétrolière est impitoyable justement et va dans le monde entier pour voir quels sont les facteurs les plus efficaces en termes géologiques et autres pour voir comment elle va extraire le pétrole de façon plus efficace. Et tant que nous-mêmes, nous ne serons pas tout aussi impitoyables, j'utilise le mot, déterminés dans nos actions, on ne pourra pas aller de l'avant. Et il est clair que nous avons également besoin de solutions techniques et l'élimination du CO2 qui peut transformer notre société ne peut pas être seulement une question qui se base sur des solutions techniques, car si on écarte les solutions fondées sur la nature, qui peut-être pourraient, si elles sont affinées ou modifiées, jouer un rôle majeur. Donc, il ne s'agit pas simplement d'élargir les bois. Il faut vraiment essayer de ne pas couper tant d'arbres et de ne pas faire disparaître autant de forêts. Mais
des forêts tropicales. Mais en plus de ceci, on ne fait pas vraiment une évaluation détaillée sur la façon dont on pourrait se servir de ces activités d'une façon adéquate. C'est-à-dire qu'il faut de l'innovation, des solutions techniques, de l'ingénierie, mais il faut décomposer et détailler quels sont les différents éléments responsables des coûts pour chacune des initiatives en question technique, naturelle et autres. Parfois, on se dit, ah, bah, cette solution technique nous coûte tant. Mais quand on décompose véritablement les coûts avec les différents éléments, on se rend compte qu'en réalité, quand on élimine, on fait 3 pas en avant et on fait 2 pas en arrière. On émet et on réduit. Donc, il faut envisager la quantité de ressources qu'il va falloir utiliser ou ceux que l'on écarte. Au Kenya, par exemple, 85% aujourd'hui de notre mix énergétique vient des énergies renouvelables, alors qu'on exploite simplement 5% du potentiel des énergies renouvelables. Et il y a toute une série de propositions d'élimination du CO2 qui demandent des réactions chimiques. Mais certains disent que c'est très cher parce qu'il faut certaines conditions, des sources d'énergie verte et du basalte. Mais il semble qu'on a une vision très étroite de ce qu'il faut faire et de ce qui s'applique pour pouvoir évaluer la viabilité économique de ces initiatives. Donc il faut appliquer une approche plus large, déterminer quels sont les éléments responsables des coûts. Ça peut être l'énergie renouvelable, les coûts du sol, ça peut être tout un nombre de facteurs. Par ailleurs, il faut opter pour des solutions fondées sur la nature, car on n'envisage pas ce qu'il se passerait si si cet argent était investi dans des solutions fondées sur la nature. Et personne n'envisage si c'était le cas. Il y a des questions de réglementation qui doivent être élucidées, elles aussi. Et bien entendu, il y a des risques, car tout actif peut être détruit, et on le voit actuellement avec les incendies, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tout ce qui est possible de façon adéquate. Donc pourquoi écartons-nous tout simplement ces solutions fondées sur la nature qui non simplement consistent à laisser croître les arbres, mais qui peuvent également apporter une grande contribution à l'élimination du CO2. Et j'arrive donc maintenant, ceci me conduit à mon dernier commentaire. Si on applique cet argument économique impitoyable, je l'emploie à nouveau cet adjectif, car en fin de compte, il faut vraiment opter pour toutes les solutions et tout regarder. Donc si on applique cette approche et si on envisage de façon objective quels sont les vecteurs économiques, par exemple 40% de la croissance urbaine qui va avoir lieu dans le monde dans les années à venir va se faire en Afrique. Et si par exemple, ça décide, si ceci se fait avec des matériaux, 50% se fait avec des matériaux de bois au lieu d'utiliser le béton, et bien de ces cas-là, on pourrait capturer beaucoup plus. On pourrait capturer 15 gigatonnes en plus et aller même jusqu'à 7 tonnes négatives. C'est-à-dire que ça peut faire une grande différence simplement à la façon de changer les modèles de construction et les modèles de construction. Donc passer du béton, par exemple, au bois laminé. Et on peut également utiliser l'agroforesterie, l'utilisation des terres d'une façon favorable à ce type d'objectif. Et donc, il faut non simplement des scientifiques, non simplement des organismes de réglementation, mais aussi des entrepreneurs pour voir comment on peut générer un retour sur investissement de ces actions climatiques. Et merci beaucoup d'avoir apporté cette approche plus large au débat. Il y a deux
deux sujets que j'aimerais souligner. Vous avez également parlé de systèmes de comptabilisation que nous allons pour le moment écarter, car nous l'aborderons plus en détail tout à l'heure. Mais j'aimerais maintenant donc revenir et insister sur le cadre de gouvernance. Comment peut-on obtenir ce cadre de gouvernance? Car c'est très bien d'avoir une approche plus large et de voir quelles sont les motivations économiques et les incitations de certaines activités, mais comment peut-on fixer ce cadre de gouvernance adéquat, et par exemple en Afrique, en concret dans cette région dont vous parliez? Eh bien, il m'est assez difficile de transcender cette idée d'un prix juste pour des émissions de carbone. Si nous arrivons à établir un prix juste et cohérent, car actuellement il y a toute une gamme de prix qui n'ont aucun sens, parce que la molécule de dioxyde de carbone qui est au-dessus d'une cheminée en Allemagne, d'une usine en Allemagne, est la même que celle qui est au-dessus d'une mangrove en Indonésie. Et donc, nous avons donc besoin de résoudre cette question de pouvoir arriver à un accord sur une valeur économique unique pour l'humanité du CO2 qui peut être appliquée ou à la réduction ou à l'élimination, qui pour moi sont les deux faces d'une même monnaie, car il faut qu'il y ait une convergence des prix. Et la seule raison pour laquelle les prix sont différents, c'est une raison politique, c'est pas une raison, il n'y a aucune base scientifique. Janou, vous pourrez peut-être me corriger si je me trompe. Donc, ce serait le plus facile et bien entendu, il faut réduire les émissions, mais il faut également établir un système de prix qui nous donne des certitudes. Car il y a beaucoup de personnes qui cherchent de nouvelles opportunités économiques, mais si tout ceci s'entoure d'incertitudes sur ce type de marché, on ne va pas pouvoir apporter une nouvelle et forger une nouvelle industrie et un nouveau secteur. Et donc, nous écarterons alors certaines opportunités de créer des bénéfices économiques et de faire face à une question morale et une question éthique. Avant de parler de financement et du système de comptabilisation de ce type d'émissions, est-ce que quelqu'un d'entre vous ou l'une d'entre vous souhaite poser une question à un autre intervenant ou réagir à ce qui a été dit précédemment? Je vois que Jeanne souhaite intervenir, donc c'est à vous. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, avec votre analyse. La seule chose avec laquelle je suis pas véritablement d'accord est la chose suivante. Vous avez dit qu'il y aurait ou qu'il y a une préférence pour les solutions techniques ou technologiques par rapport aux solutions fondées sur la nature, mais je ne le vois pas à l'heure actuelle et par exemple au contraire en Allemagne. Là, je prends vraiment un point de vue allemand et c'est ce que j'ai vu que les parties prenantes appliquent des solutions fondées sur la nature qui sont en plein essor et qui font couler beaucoup d'encre et qui font beaucoup de bruit et qui font du buzz, comme on dit. Et en Allemagne, on commence au contraire justement simplement à parler de solutions techniques et technologiques. Pourquoi? Parce que nos forêts sont très fragiles, sont très fragilisées par tous les phénomènes climatiques. Et donc, si on est simplement axé, comme en Allemagne, uniquement sur des solutions fondées sur la nature, comme moyen d'élimination du CO2, je crois que la situation peut être dangereuse car il faut tenir compte de toutes les options qui sont à notre disposition et il faut garder l'esprit ouvert pour pouvoir trouver un équilibre adéquat. Et je crois que c'est également ce que vous défendez, c'est-à-dire un équilibre adéquat entre des solutions fondées sur la nature et des solutions techniques, technologiques. Mais d'après moi, c'est une chose qui doit partir de la communauté, de la société civile, des ONG, y compris au niveau international, et qui sont plutôt favorables aux solutions fondées sur la nature. Donc il faut entamer une conversation au niveau international.
et pour réfléchir à tout ceci et pour pouvoir aborder toutes ces options, car sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait une préférence qui soit favorable aux solutions scientifiques ou technologiques ou techniques. Il me semble que c'est un débat qui reste ouvert. Oui, je suis d'accord avec vous et je pense que c'est bien de faire de cette clarification. Et il est vrai que tout le monde des ONG et le secteur social parle beaucoup, oui, et des solutions et les prônent les solutions fondées sur la nature, alors que le nouveau capital est surtout axé sur les alternatives plus technologiques, ce qui n'est guère étonnant, car une grande partie de ce nouveau capital vient par exemple de la Silicon Valley. Et il ne s'agit pas simplement de ne pas couper d'arbres, ou de mieux gérer les prairies ou les mangroves, mais il s'agit aussi de voir comment on va mieux organiser le territoire et l'aménager. Ce qui ne veut pas dire en conservant simplement la biodiversité, on arrivera à cet objectif, mais si les principaux fournisseurs de capitaux n'augmentent pas leur point de vue pour intégrer des solutions fondées sur la nature à grande échelle, on n'aura pas le prix suffisant, même si je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il me semble qu'il y a des préférences différentes en fonction des secteurs. Par exemple, il y a un élément qui reçoit beaucoup d'attention, c'est le captage direct du carbone de l'air. C'est bien entendu une chose qu'il faut regarder de près, mais attention, nous n'avons pas encore à miser sur une solution concrète, mais de financer toutes les alternatives possibles pour voir celles qui vont être le plus rentable et avoir les meilleurs résultats et le plus rapidement. Et il faut garder tout ceci à l'esprit, d'où la nécessité de maintenir une conversation qui ait de meilleures bases au niveau international, car les préférences sont différentes en fonction des endroits. Et il est vrai qu'il y a une préférence en faveur des solutions fondées sur la nature dans les ONG et certains secteurs de la société civile ou sociaux, alors que les secteurs plus économiques vont miser davantage aux chaînes d'approvisionnement, aux chaînes de valeur qu'il faut pour ce type d'initiative. Donc, comme je le dis, il y a des préférences différentes en fonction des secteurs. Et il me semble également que l'élimination du CO2 basée sur l'océan est une chose que ni le secteur privé, ni les ONG, ni le secteur public n'ont à l'esprit, alors que ceci a un énorme potentiel, même si ça n'a pas encore été véritablement abordé dans les débats. C'est-à-dire que peu d'attention a été consacrée à ce thème et j'ai l'impression que Jan et Jen ont raison, que nous avons besoin d'aborder précautionneusement ces préférences pour ne pas laisser de côté ou d'écarter toute initiative qui aurait un potentiel d'élimination du CO2. Tout ce qui a été dit sur les préférences différentes me paraît très intéressante et comme le dit Suchi, il est très important que les différentes parties prenantes participent à des réflexions et des débats conjointement et pour examiner leurs propres idées et préférences. Et il reste beaucoup de pain sur la planche. Y a-t-il une autre question que vous souhaitiez adresser ou alors nous allons avancer vers cette question de financement? James. J'aimerais rebondir sur les préférences que Suchi a mentionnées. Suchi, pourriez-vous me dire ce que vous pensez des limites frontalières, cette notion qui peuvent être transcendées dans le domaine technologique, car il semble qu'il y a une certaine confrontation entre les solutions techniques et celles fondées sur la nature. Et lorsque l'on parle avec des investisseurs, on voit qu'ils sont surtout axés et ils ont en tête le modèle de captage direct dans l'air. On leur demande par exemple ce qu'on pourrait faire avec des options naturelles et ils disent non, non, ils vous disent non, non, on voudrait voir ce que va donner telle ou telle technologie. Mais l'une des limites
frontalière, c'est justement de voir comment on peut utiliser certains produits. Et il y a beaucoup de régions du monde dans lesquelles on ne trouve pas ces circonstances. Et en fin de compte, il semble qu'on essaye de profiter au maximum de l'utilisation de ressources naturelles et humaines dans chaque pays au nom de l'élimination du CO2 au lieu d'appliquer un point de vue plus international. Et tant qu'on n'aura pas profité au maximum de son nous disposant, tant qu'on n'aura pas fait ça, eh bien, il se peut que le domaine technologique de cette côté ne donne pas ses fruits. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et l'un des plus grands problèmes liés à l'EDC, c'est que c'est traité d'une façon... C'est qu'on essaye d'aborder un problème international, planétaire, parfois à une échelle totalement individuelle ou locale. Et c'est ce que je disais au début, et nous avons maintenant l'opportunité de créer de nouveaux modèles de collaboration internationale pour définir ce qui est national, ce qui est international, des choses que peut-être on n'avait pas fait auparavant. Et j'espère bien que nous allons pouvoir participer entièrement à ce nouvel espace pour que l'élimination du CO2 réussisse le plus possible, donne ses meilleurs fruits, tout en veillant à ce que tous les pays puissent profiter des investissements qui sont faits dès le départ. Les États-Unis ont de grandes opportunités d'investissement à l'heure actuelle et je pense que nous avons donc cette responsabilité d'avancer vers l'élimination du CO2 tout en établissant des structures qui soient capables de protéger les actifs et les ressources existantes dans d'autres endroits. Et sans nous limiter à ce qui se fait simplement aux États-Unis, car ça n'aurait absolument aucun sens. Donc, d'où la nécessité d'entamer ce type de conversation et en envisageant toutes les options possibles, mais c'est très difficile à faire parce que nous avons tendance et l'habitude de nous atteler au modèle que nous connaissons d'ores et déjà, mais il faut, au moins avec le gouvernement actuel, j'espère que nous allons apporter une conversation sur l'élimination du CO2, car c'est un secteur, ce n'est pas un secteur comme un autre, ce n'est pas un secteur comme celui de l'électricité ou d'autres, et ça ne devrait pas l'être, car c'est un sujet complètement différent. Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais maintenant revenir et approfondir une question sur ce qui a été dit sur le financement. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais vous demander ensuite votre opinion et vos réflexions. Tout d'abord, le financement d'élimination du CO2 est-elle différente du financement de tout titre d'action climatique et le cas échéant, en quoi consistent là où les différences? Quel type de besoins de financement peuvent présenter les solutions techniques concrètes? Et deuxièmement, comment pouvons-nous articuler le point de vue des pays du Nord et ceux des pays du Sud global? Quelles idées peut-on envisager pour combiner le point de vue des pays du Nord avec celui des pays du Sud? Et comment pouvons-nous réfléchir sur ce sujet dans la dimension internationale? Donc, d'abord, les différences de financement pour l'EDC et deuxièmement, comment peut-on allier les perspectives du Nord et du Sud? Je peux commencer en répondant à la deuxième question. Le Nord et le Sud doivent participer à cette conversation car l'élimination du CO2 rejoint complètement la justice climatique au niveau international. Dans les débats qui sont maintenus sur ce sujet et dans les délibérations, on n'apporte pas l'attention suffisante à cette question. Et il faut que ce soit de plus en plus présent à l'esprit dans les conversations au niveau national. Mais pour ce qui est de la dynamique entre les pays du Nord et les pays du Sud pour l'élimination du CO2, il y a effectivement de grands écarts en termes de technologie. Et donc, il faut affronter cela, il faut faire face à cela. Et aussi pour que les pays du Sud créent leurs
propre secteur. J'aimerais pas qu'on aboutisse à une situation dans laquelle les États-Unis développent des solutions qui seraient utilisées par d'autres personnes qui n'ont pas participé à ces débats. Et il faut qu'il y ait un transfert de technologie, d'idées, mais toujours qui vise à ce que chaque pays s'implique dans un projet de sa part et trouve les solutions qui le jugent les plus opportunes dans le cadre d'un accord ou dans le cadre de conversations internationales sur l'élimination du CO2. C'est un problème véritablement épineux, mais qui doit être résolu et j'espère vraiment que la dynamique va changer et il me semble que l'élimination du CO2 est justement le moteur de ce changement dans ce type de I'll dynamique. pick up on that because I really agree. I think so. I'll Je start vais on the same topic and répondre then à la maybe come back deuxième to the question et je financing. parlerai ensuite de financement. Pour ce qui est Part de of the la challenge I've dynamique entre seen les pays about du Nord et les Southern pays du Dynamics Sud sur l'élimination du around CO2, CDM, around mais aussi sur le climate climat de façon change, générale, is that because of the cela est lié aux asymmetries of power asymétries en termes de and the pouvoir et à absence l'absence de of véritable real rigueur conflict quantitative. rigor, Et donc it's cela become a se tourne conversation dans about sur un morality. débat qui a trait à des obligations morales. Et les And those are really obligations hard to morales negotiate. sont très difficiles Those are really à hard négocier to car toute any mesure qui va action être that I entreprise undertake on the sur basis la of base your d'une obligation to obligation me is going to be ou de discounted votre by how obligation much envers I trust moi you to va être behave in line with that conditionnée obligation. par à la confiance que And je vous so, accorde. what you end up with Et is this donc, ce sont des grudging négociations negotiation where très, très everyone kind of difficiles, would très say the right épineuses. things, Et on but is pourrait anyone parler en really long, en going to large et en put travers the sur ce sujet, resources mais on tant the que nous n'aurons table pas quelqu'un qui to take it véritablement va forward? mettre les ressources And I nécessaires, nous think ne that we pourrons need pas to migrate avancer. that discussion from the Donc, one il ne faut around pas parler, obligations à to mon one sens, that we have about d'obligation, mais il faut financing. parler de One that transactions et says, comment on here passe is aux a transactions. specific Il y a une solution complète, une remedy mesure or a concrète que specific l'on action peut that will take entreprendre. it Il faut se demander for a ça et specific est-ce que investment. ceci demande une certaine aversion? And the Et c'est reason donc that's vraiment important ceci is qu'il faut that is morally se demander. unsatisfying, Et first of c'est ce all. qui So peut let's créer des accept that that's the case. insatisfactions There morales. should be Mais je pense obligations to move qu'il in the doit y right avoir directions, de but grandes I accept responsabilités. Il faut faire face aux that that's asymétries. Il faut important. également parler de la But setting that responsabilité, mais nous aside, pouvons let's then également move to the realm of parler de choses plus transactions. tangibles, You get into the realm d'innovation, of innovation. You get into d'entrepreneuriat, the de realm of transactions entrepreneurship. être donc beaucoup You get into the plus realm concret. of Nous pouvons new, parler de unanticipated solutions generated solutions and d'écosystèmes ecosystems. et les prévoir. And Et the thing that pour moves you passer from des obligation obligations to aux transaction transactions, is eh price. bien, il faut fixer un Which prix, brings me ce back qui to me what the renvoie difference aux is différences between qui existent sur le the marché de CBAM market l'élimination du and CO2 other aspects of the et climate discussion. I d'autres think aspects it's de la all discussion being climatique, à hampered savoir que ce by the fact that marché we de recognize this to l'EDC be the biggest euh, single threat to humanity. soit encadré And dans yet, un for a range débat of political reasons, qui we are est not sur un willing. thème qui est déjà perçu comme la We plus price grande everything else and recognize the impact on menace GDP pour on specific l'humanité. industries, on Et jobs. malgré But tout, we nous not ne be sommes willing to pas come up with that déterminés single ni number prêts à calculer that un is chiffre et à gettable trouver un that would chiffre qui actually serait allow us simple to et balance the juste ledger grâce and auquel on create pourrait the créer beginnings un of a marché real mondial transition in climate d'action change. climatique. And without Et that, we donc, will on continue to continue à underinvest, investir de manière insuffisante et on continue à undercompensate both the South for the compenser de nonsense manière here, as insuffisante well as underinvest le for Sud the pour potential les dégâts opportunities that dont capital souffrent stands to et on reap. ne donne pas assez And it stands to d'opportunités en reason. The capital. best opportunities to Et deploy les capital are meilleures always where capital is opportunités scarcest, d'inversion as en is capital, always, quand il y right? a un Your bon best retour marginal sur return on capital investissement, is quand il y a also des where coûts capital is définis, ça peut rarest. se But faire. if you've Et tant qu'on ne become peut pas candidate bien risk for a définir ce return, retour sur you can't investissement, on ne build pourra pas businesses. fixer une You can't justification you can't commerciale leverage the alors credible, qu'on ne pourra pas predictable long-term tant risk qu'on ne there. pourra pas You donc won't be able prédire to build business cases ce on rapport, on maths. n'aura pas les So no price, investissements à no score, in my grande opinion. échelle. Donc sans ce prix, on n'aura pas la If I réduction des may émissions dont add nous some avons more besoin. aspects, like in principle, yes, absolutely. I mean, that's what Oui, en economists principe, have je been suis d'accord, saying, c'est and ce que rightly les so, right? économistes disent depuis très What longtemps. I would say Ceci is, étant dit, what I would also say j'aimerais is that we ajouter are que that carbon prices are not les prix always ideal du carbone ne sont in pas situations toujours A where idéaux you're dans des dealing, for situations, par example, exemple, dans with long-lived lesquelles infrastructures. il y a des Prices are not infrastructures qui ne always sont pas as adéquates et efficient dans as ce you would cas, les hope prix because ne sont maybe pas partly due aussi to efficaces the issue of price parce qu'il est certainty, vrai qu'il y a because une it certitude really nécessaire pour over les very long prix periods of à time long terme. nobody feels that
et que cette certitude à long terme, donc nécessaire pour anticiper les investissements, n'est peut-être pas offerte sous certaines conditions. Je me trompe peut-être, mais c'est du moins mon ressenti. Ce qui me semble vraiment très important, c'est de créer un marché de l'innovation et, et un signe basé sur les prix ne sera pas suffisant pour susciter cette innovation en termes technologiques assez rapidement pour pouvoir être compétitif commercialement, comme le disait Suchi. Un rôle important doit être joué par les gouvernements pour aider les entreprises à croître et à développer ce marché et pour qu'ensuite, dans une deuxième étape, les prix puissent être un mécanisme qui fonctionne. Par ailleurs, le défi unique auquel nous faisons face est que nous avons très peu de temps, ce qui rend les choses très difficiles et même plus pour les technologies de réduction des émissions traditionnelles. Comme je le disais avant, Janus, nous pouvons nous trouver dans une situation dans laquelle il y a des émissions nettes négatives au niveau mondial, mais alors que nous sommes potentiellement, nous pensons à certains secteurs qui doivent être subventionnés car il n'y a pas de financement suffisant qui proviennent de ce prix du carbone. Donc, il me semble que le développement et l'application de technologies à l'échelle nécessaire s'accompagne d'un défi colossal et spécifique pour l'élimination du CO2. Je suis d'accord avec la majeure partie de ce que vous avez dit, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Le prix est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et deuxièmement, il y a une grande quantité de biens publics universels et d'externalités qui disposent d'un mécanisme de financement. Et si nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons éliminer du CO2 et que les gouvernements ne sont pas disposés à payer tant pour éliminer ces émissions, eh bien, on pourrait avancer. Pourquoi? Car lorsque je parle de prix, je ne veux pas dire d'un prix d'un prix fluctuant qui obéisse à la loi du marché et aux conditions du marché, mais un prix qui véritablement est établi d'une façon stable et qui peut offrir des certitudes à long terme. Au cours des dernières années, nous avons vu le prix du pétrole fluctuer entre $120 le baril à un moment et descendre l'année dernière pendant quelques secondes à moins $5 en 2020. Et bien que l'industrie pétrolière ait souffert et qu'elle ait accusé le coup, elle n'a pas arrêté d'investir. Donc, nous devons créer une industrie similaire. Nous devons voir comment fonctionnent les prix, car il y a des attentes peu réalistes sur les retours qui doivent être garantis à long terme. Non, non, il faut que ce soit réaliste. Les exit pratiques soient il y a toujours un risque. Un prix juste n'est pas une baguette magique, mais il contribue quand même à limer les aspérités, les difficultés que nous voyons apparaître, et c'est une condition nécessaire pour avancer dans ce sujet. Nous arrivons à la fin du temps imparti. Je ne voudrais pas passer sous silence la question des systèmes de comptabilisation, compte rendu et vérification dont nous avons déjà parlé. Et on parle beaucoup de cette question, du fait que ces systèmes de comptabilisation, compte rendu et vérification doivent être plus solides et qu'il faut vraiment récupérer la quantité de carbone qui circule entre les différents pays et entre les pays et dans les pays. Comment peut-on réussir? On parle beaucoup de ce sujet au niveau international et il faut des accords, bien entendu, entre différents pays, mais il semble qu'il n'y a pas beaucoup d'élan dans ce sens pour arriver à cet accord. Eh bien, aux États-Unis, il me semble, depuis le point de vue national, qu'il faut traiter cette question d'abord au niveau national, ce qui ne veut pas dire que je souhaite reporter les débats internationaux, mais
C'est une chose we que need l'on to doit figure out résoudre tout d'abord the au DS niveau government fédéral first. aux I'll États-Unis say too that I think et par there is ailleurs, an inherent il difficulty y in a creating standards that des make sense across the difficultés different inhérentes approaches. à la And so création de normes it's just of liées à immense importance l'élimination to du have CO2 et start this donc il est conversation as soon as particulièrement possible because important it's so hard to d'entamer ces have. débats le And I think plus it's going vite to take possible car c'est un time sujet to très ensure that difficile we à have high résoudre, quality très standards épineux that et il make nous sense faut from, des normes et des règles de someone's qualité transition directive. strictes The sur monitoring required le verification, captage direct durability de of l'air, le storage captage questions de are totally carbone different from soil et capture. And so par how do we exemple, ensure that we have standards that ce make qui est sense utilisé, across all l'hypothèse districts? And qui est so utilisée pour la I réduction think that's d'émissions est something that différente à celle qui takes doit a être appliquée pour regulatory le approach, captage but direct also an de innovative l'air. R&D Donc, aspect, nous avons and besoin making d'une sure that approche both of those are réglementaire et happening in parallel normative is et something that I nous think from the Department of avons Energy perspective, we're besoin really excited to pursue. d'un système de Thank you, Suchi. And comptabilisation, Jan, vérification James, any quick, adéquate very que l'on quick doit reactions on aborder en this même temps. particular topic, Jan? Yeah, I Yann, mean, en it's quelques it's it's mots, really this il s'agit d'un complex issue sujet to très re-emphasize. I think complexe. what you Et hear when you have this lorsque when you l'on listen to those voit discussions is, et you know, on that a conscience de quoi people nous people parlons talk et quand about carbon dioxide on removal or voit vraiment negative tout ce qui emissions est as dit if sur they had ceci, vanished, il right? semble But difficile de the comptabiliser la complexities are really réduction related des to the émissions, fact that we have aussi as bien Suchi l'élimination said, that du we have a CO2. Il whole y a toute range une of gamme de technologies technologies qui sont très that are différentes very different quant in à terms leur of their capacité, par exemple, de average stockage storage moyen et leur and also caractère their réversible. reversibility. So, and Donc, we nous need avons vraiment indeed besoin d'un to système have a de monitor, surveillance, compte monitoring, rendu et reporting, and vérification verification system that can deal with all et these qui intricacies. soit And it is adéquate really et complex, and we qui really soit need aussi to start complexe et this subtil que discussion l'est cette question. because Et il faut commencer à otherwise we will parler not de get ceci anywhere. This is the maintenant, car most autrement on ne fundamental things, va and vraiment arriver I nulle think part. also C'est in un the élément German and fondamental. European En context, this Allemagne et en is an Europe, issue c'est un that now sujet qui needs doit to être be urgently tackled, abordé de and toute we are urgence seeing not et il ne enough semble pas qu'il y ait movement at beaucoup this moment in de time. mouvements et d'élan dans ce sens actuellement. James? James. I think for me, all I will add Eh is bien, la seule chose que je voudrais the interesting thing about it is ajouter, I think the c'est qu'il est urgency is certain clear. qu'il faut que ce It's soit actually abordé only de two façon topics that solve urgente, a problem mais for each of the parties around the table. And what we need to get some of the parties, il y a particularly peu de multinational solutions qui peuvent organizations, être for appliquées aux example, for the différents global domaines de summit, ce why sujet. is Et this l'un des sujets les particularly plus important? importants, Which c'est is the justement very nature of the ongoing interaction, which I think de are la very frustrating quantification et de le very suivi often de because ce it type always comes back to, de well, whose fault flux is it? How much et did ça we génère miss? beaucoup Rather than de what kinds of, frustration. can we Et really donc, focus on finalement, on se demande ce creating qu'on va pouvoir retirer opportunities au lieu de créer that des might allow us opportunités. to actually tap in Et c'est on un a petit peu moving basis. frustrant. Thank you. Well, thank you very much. This was a Merci fantastic beaucoup. discussion. Ça We a have été un a débat little bit très of time left, intéressant. so I Il nous would reste just like to 2-3 ask petites each of minutes, you donc je vais demander à 30 chacun d'entre vous, je vais vous seconds donner or 30 à 40 40 seconds secondes pour brief que vous nous donniez votre, last votre points dernier that you would message, like to votre share conclusion. after En fait, this le message discussion. And I'd like to start with sur James lequel this vous time. aimeriez conclure notre réunion d'aujourd'hui. James. Africa is the youngest continent and many other parts of L'Afrique est the le global continent le south are plus jeune, et il est experiencing plus jeune y decline. compris que Right beaucoup now, that's a d'autres problem pays du because the sud young global, unemployed ce qui est un sector. problème We need to actuellement give car il them y a a mission, beaucoup de jeunes and I au think carbon chômage et dioxide il faut que nous removal leur can donnions comme inspire une mission mission and give et il me semble que momentum. l'élimination du So CO2 peut être you're une not source just stuck with the d'inspiration pour consequences ces of history, générations pour your leur mission montrer qu'ils over ne the sont next pas 30 englués dans les years conséquences de l'histoire to mais stay qu'ils ont under une that mission 400 pour les 30 gigaton and ans à actually venir et qui est de expand rester en dessous that de ces space 400 gigatonnes. over time. That could be compelling, that could Et be je exciting, that pense could que be ceci something that peut gets people être up and moving. une très Thank you. grande Suchi? motivation et ça peut les inciter à se I lever love chaque that, matin. James. And I'll Suchi. just say, from James, the j'aime government beaucoup ce que vous perspective, I venez think de we are dire. at an Et il est incredible vrai que nous moment, sommes à un huge moment opportunity and crucial responsibility to move this avec conversation qui forward. I nous offre think de we've waited a long time multiples for this opportunités et une movement to grande law, in my opinion. responsabilité. Et il me And semble I think it's que ça fait time longtemps that que we just nous sommes that we make the les leap, that bras it's really time croisés et that est we venu actually le come moment together as an international de nous community, which réunir et has de proven difficult in the conjuguer past, nos but efforts et we de don't really have vraiment an option prendre anymore. We're des seeing that mesures. Mais nous n'avons here pas d'autres in the past solutions, few il n'y a pas months, d'autres this is options. no longer
Nous ne pouvons pas continuer à attendre, donc j'espère que ce gouvernement actuel, cette administration, va pouvoir poser les bases pour que l'élimination du CO2 se convertisse en une réalité. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. J'aimerais effectivement insister sur le caractère urgent d'avancer en cette matière, tant sur les questions scientifiques que politiques. En outre, comme il a été dit à plusieurs reprises, il n'existe pas de baguette magique, il faut investir dans une gamme d'options et il faut garder l'esprit ouvert pour voir quelles alternatives et options fonctionnent et comment et où. Merci beaucoup à vous tous et toutes. J'ai donc pris quelques notes sur lesquelles j'aimerais conclure notre débat et j'ai également quelques réflexions finales. Donc, en premier lieu, il y a un défi, mais en même temps, il y a beaucoup d'idées qui peuvent ouvrir des occasions et des opportunités. Donc, si l'on applique une approche plus large, si l'on regarde bien le rôle que peuvent jouer les différents interlocuteurs, il peut y avoir d'immenses opportunités dans les 10 ans à venir. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais nous pouvons faire beaucoup de choses et pour continuer à avancer. Deuxièmement, ce qui est très clair, c'est que nous avons besoin d'entamer des conversations sur cette question à différents niveaux, avec différents interlocuteurs, pour que cette question ait davantage de poids dans l'agenda politique et pour que c'est une priorité dans certains endroits, mais pas dans d'autres. Donc c'est une façon, voilà, je vais conclure sur ces mots. Merci pour votre participation. Nous avons beaucoup de travail sur la planche, donc nous allons déjà nous retrousser les manches. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.